Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'animer cette table ronde à l'occasion de ce congrès. Une table ronde intitulée Pauvreté, inégalité et droits humains. Je vais me présenter juste très rapidement parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter. Je suis Damien Doll, journaliste à Libération depuis une dizaine d'années. Je travaille sur les questions économiques et sociales. Mais je vais surtout vous présenter nos intervenants directement, parce qu'on a beaucoup de questions, vous allez voir, qui sont très denses. Je leur souhaite bon courage pour répondre à tous dans le temps imparti. Olivier De Scutter, bonjour. Donc, vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions des droits de l'homme et de l'extrême pauvreté. Vous êtes par ailleurs professeur de droit à l'Université de Louvain et à Sciences Po Paris. C'est bon, c'est toujours actuel. Vous êtes en terre connue ici, puisque vous avez été secrétaire général de la FIDH de 2004 à 2008. Et puis voilà, puis vous allez nous parler justement notamment de votre dernier rapport qui traite de la question de la protection sociale. Geneviève de Fresne-Tardieu, bonjour. Vous êtes responsable des relations internationales à ATD Quart Monde, une ONG que nous connaissons tous dans cette salle, qui lutte contre la grande pauvreté depuis plus de 60 ans. Vous aussi, vous êtes parfaitement dans le thème de cette table ronde, puisqu'ATD Quart Monde a fait reconnaître par l'ONU que l'extrême pauvreté est une violation des droits humains. Et vous, à titre personnel, Madame Tardieu, vous avez notamment participé à la participation vous avez permis, excusez-moi, de la participation de personnes défavorisées dans des actes de plaidoyer, notamment dans le dernier rapport de Monsieur De Scutter. Eleanor Thompson, bonjour. Alors Eleanor comprend très bien le français, mais elle répondra en anglais. Moi j'imagine qu'il y a beaucoup d'anglophones dans la salle, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il y a des systèmes de traduction, je crois, pour ceux qui le souhaitent. Vous êtes avocate et militante. Vous êtes par ailleurs directrice adjointe des programmes Namati Sierra Leone, qui permettent d'aider les communautés à connaître les lois dans le but de eux-mêmes de protéger leurs droits fonciers et leur environnement. J'ai bien résumé ? Super. Ala Talbi, bonjour. Vous êtes historien et directeur exécutif du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, une entité qui fait partie de la FIDH. Vous êtes également membre du secrétariat du Conseil international du Forum social mondial. Et parmi vos sujets de prédilection, on y trouve les questions socio-économiques et la Tunisie post-révolutionnaire, deux sujets que nous allons développer dans cette table ronde. Et enfin, Cécile Duflot, vous étiez ministre du Logement de 2012 à 2014, député écologiste jusqu'en 2017. Vous avez laissé la vie politique derrière vous pour prendre la direction générale d'Oxfam, une ONG qui agit contre les inégalités et la pauvreté, ce qui est finalement peut-être une autre manière de faire de la politique, on va dire, un peu au sens noble du terme, je sais pas, c'est l'expression consacrée. Voilà. On va commencer avec vous, Monsieur De Scutter. Comme votre travail et celui de la FIDH l'ont démontré, l'extrême pauvreté est évidemment une question de revenus, mais pas seulement. Elle est également liée de manière plus large aux droits humains. Comment ce constat modifie-t-il la manière pour vous de lutter ? Merci Damien pour votre question et bienvenue évidemment à tous et toutes. Je suis extrêmement honoré d'être sur ce panel à côté de personnes dont j'admire les combats et le parcours. La question de Damien, c'est au fond une question tout à fait centrale. Qu'est-ce que la pauvreté ? Est-ce que l'on peut réduire celle-ci à une question de revenus insuffisants ? Je crois que c'est une question tout à fait clé. Lorsqu'on interroge les personnes en pauvreté sur leur expérience vécue, leurs réponses, certes, parlent de revenus insuffisants pour avoir accès aux biens et services nécessaires à une vie décente. Elles parlent, certes, de l'absence de travail décent, mais elles parlent aussi de la discrimination qu'elles subissent, des humiliations quotidiennes, des employeurs qui se méfient des chômeurs, chômeuses de longue durée, de l'école où leur enfant se trouve humilié, du propriétaire qui ne veut pas louer un appartement à quelqu'un qui vit de l'aide sociale et n'a pas des revenus réguliers. En d'autres mots, ces personnes qui vivent la pauvreté subissent une stigmatisation, une honte parfois qui va bien au-delà de l'absence de revenus monétaires. Et d'ailleurs, quand on aide ces personnes par l'octroi d'une aide sociale, ça ne suffit pas à ce que ces personnes échappent à ces stigmates et parviennent, j'allais dire, à se fondre dans la vie sociale et à
à faire silence ou à masquer leurs origines. Avec ATD Quart Monde, nous avons fait d'ailleurs un film sur cette question de la discrimination que subissent ces personnes en pauvreté. Et le titre du film, c'est « Ne dis pas d'où tu viens ». Ne dis pas d'où tu viens. Pourquoi? Parce qu'un des intervenants dans ce film, qui est une personne ayant vécu pendant des années dans la grande pauvreté, nous disait « La grande terreur qui m'habite quand j'affronte par exemple un employeur, alors que je postule un emploi, c'est qu'il découvre mon passé de personne en pauvreté. Et je peux être trahi par mon accent, par ma manière de rire, par ma manière de m'habiller, je n'ai pas les codes, quoi. Et donc la pauvreté, c'est ça. Geneviève Tardieu parlera avec beaucoup plus de talent que moi de la recherche qu'a faite ATD Quart Monde avec l'Université d'Oxford sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et donc, au-delà de l'absence de revenus et du travail décent, il y a toutes ces dimensions-là qui ne sont pas simplement monétaires. Évidemment, ça ne veut pas dire que les dimensions monétaires n'importent pas, mais ça veut dire que les autres dimensions importent aussi. Alors, en quoi ça change-t-il notre manière de combattre la pauvreté et en quoi ceci se rapporte-t-il au combat pour les droits humains? Je voudrais d'abord dire que, pour moi, dans ma courte contribution aux droits humains depuis quelques années, la période la plus fascinante, c'était comme secrétaire général de la FIDH 2004-2008, où je pouvais travailler avec les organisations de défense des droits humains dans le monde entier. Et ce qui me paraît important à souligner, c'est qu'il ne suffit pas d'octroyer des soutiens aux personnes en pauvreté pour qu'elles gardent la tête hors de l'eau et pour qu'elles puissent avoir accès à un toit au-dessus de leur tête, à de quoi mettre sur la table pour que les enfants aient à manger, etc. Il faut prendre conscience de ce que cette pauvreté matérielle est le résultat d'une exclusion des processus de décision, l'absence de participation, l'absence de prise en compte de leurs préoccupations dans la manière dont les politiques sont faites. Et la pauvreté est le phénomène qui montre l'interdépendance et l'indivisibilité des droits humains, parce que les personnes en pauvreté n'ont pas les ressources nécessaires à participer à la prise de décision, y compris d'ailleurs parfois quand on veut bien faire et qu'on ouvre des tables rondes pour qu'elles puissent participer, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les informations, elles n'ont pas la capacité, elles n'ont pas la confiance en elles que cela prend de participer à la décision. Et parce qu'elles sont exclues de la prise de décision, les politiques qui sont prises sont mal informées par leur position, visent à côté, et ce qu'on constate très souvent, c'est que même bien intentionnés, les politiques ne parviennent pas à véritablement répondre aux attentes des personnes en pauvreté. Et le dernier rapport que j'ai fait, et je termine par là en m'excusant d'avoir été aussi long, mais sur le non-recours au droit, c'est cela. C'est qu'on a toute une série de mesures en matière de protection sociale qui veulent aider les personnes en pauvreté à surmonter les obstacles qui résultent de leur absence de revenus monétaires suffisants, mais très souvent, parce que ces personnes n'ont pas participé à mettre sur pied ces dispositifs de soutien, on oublie que sans accès à Internet, on ne parviendra pas à avoir accès à telle ou telle aide, que si on est illettré, on ne parvient pas à remplir tel formulaire, que si on doit recevoir la visite de services sociaux chez soi, on aura peut-être très peur de cette confrontation avec les services sociaux parce qu'on n'a pas envie que l'enfant soit retiré de la famille. On n'a peut-être pas la possibilité de réunir tous les documents nécessaires à obtenir l'aide sociale qui est en principe une aide à laquelle on a droit. Et donc le non-recours au droit, c'est ce constat qu'entre les droits inscrits dans les législations reconnues sur papier et la réalité de l'accès au droit pour les personnes en pauvreté, il y a un écart considérable. Et le constat, c'est que si on n'inclut pas les personnes en pauvreté dans l'identification des solutions et des obstacles qu'elles rencontrent, on va échouer à véritablement soutenir ces personnes parce que ces exclusions sont une source d'inefficience dans la manière dont on cherche à déployer la protection sociale. Justement, vous avez commencé en partie à y répondre finalement sur les acteurs. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'acteurs, les États, les organismes internationaux, les ONG, les acteurs privés et, comme vous le dites, les populations. Finalement, est-ce qu'il y a, on va dire, certains parmi ces acteurs sur lesquels vous avez encore plus envie d'appuyer, c'est-à-dire de donner une priorité, on va dire, pour ces actions-là, et
et après, bon, c'est une question qui est très large, donc bon courage pour y répondre dans un temps restreint. Mais comment peuvent s'imbriquer un petit peu tous ces groupes sociaux qui s'ils ne travailleront pas entre eux et s'ils ne gèrent pas ensemble ces questions-là, tout simplement, on n'y arrivera pas. Écoutez, je crois que, en fait, j'aime bien cette question, bien qu'elle soit difficile, parce qu'elle nous amène à prendre un peu de champ et à nous demander ce qui explique que malgré le consensus affiché sur la nécessité de lutter contre la pauvreté, l'objectif de développement durable numéro 1 quand même, des engagements pris en France depuis de nombreuses années, on échoue à véritablement éradiquer la pauvreté. Et je crois qu'au cœur de ces difficultés, il y a l'image que l'on entretient de la pauvreté, surtout depuis une trentaine d'années. L'on parle de la pauvreté comme d'une situation qui est imputable aux personnes en pauvreté elles-mêmes, qui ont fait les mauvais choix, qui n'ont pas les qualifications professionnelles nécessaires, qui ne savent pas respecter leurs rendez-vous, qui ne savent pas remettre en cause leur routine ou leurs addictions, etc. Bref, on impute aux personnes en pauvreté la responsabilité de leurs conditions. Et parfois d'ailleurs, l'on voit dans les personnes en pauvreté des personnes dont il faut se méfier, parce qu'elles sont peut-être tentées d'abuser du système, de frauder, etc. Et on a mis sur pied d'ailleurs dans les systèmes de protection sociale toute une série de garde-fous, de dispositifs, parce qu'on craint manifestement la fraude, bien plus qu'on ne craint la sous-inclusion de certains groupes de la population qui, du coup, se trouvent exclus de la protection sociale. Et donc, la manière de parler de la pauvreté est extrêmement importante. Il faut sortir de la culpabilisation, de la responsabilisation et de l'individualisation, en imputant à l'individu la responsabilité de sa condition, et voir la pauvreté comme le symptôme d'une société qui échoue à inclure, qui n'est pas capable de valoriser les compétences, l'expérience accumulée des personnes en pauvreté, et de voir la diversité comme un atout. Moi, j'aime beaucoup parler aux chefs d'entreprise, par exemple, de cette question-là, parce que très souvent, ils ne se rendent pas compte de la richesse que représenterait pour eux, pour leur capacité à innover et à identifier des bonnes solutions, le fait de recruter des personnes en pauvreté pour toucher des publics avec leur langage, aller vers ces publics pour comprendre leurs besoins et pour, au fond, être beaucoup mieux informés des attentes des populations qui vivent aujourd'hui une crise de pouvoir d'achat sans précédent. On a en Belgique, je termine par là, et ce n'est pas par patriotisme ou par fierté pour mon pays, mais il y a quand même une expérience intéressante en Belgique qui est celle du recrutement par les administrations de ce qu'on appelle en Belgique les experts du vécu. C'est quoi les experts du vécu? C'est des personnes choisies parce qu'elles ont eu un parcours dans la grande pauvreté et qu'elles ont surmonté, je dirais, les obstacles que ce parcours leur a imposé, et qu'elles comprennent par conséquent très bien pourquoi les personnes en pauvreté sont, par exemple, éprouvent des difficultés à recevoir des soins de santé, à remplir des formulaires pour obtenir les allocations de chômage, ou à interpeller le propriétaire qui n'isole pas convenablement l'appartement qu'elles habitent. Et ces experts du vécu, recrutés par une administration en Belgique, sont dispatchés dans différentes administrations pour s'assurer que les mesures que l'on prend prennent bien en compte le vécu des personnes en pauvreté. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance de la valeur qu'il faut reconnaître à cette expérience, à cette compétence toute particulière des personnes en pauvreté. Et c'est ce regard-là, il me semble, qu'il faut aujourd'hui avoir sur la pauvreté. C'est une chance, c'est un enrichissement pour nous que de miser sur ces compétences-là, et ça ne doit pas être simplement des personnes dignes de notre commisération, de notre pitié, de notre charité. Bon, on peut remarquer déjà que c'est dommage que les députés ne vous aient pas plus écouté pour la dernière réforme de l'assurance chômage, puisque justement la culpabilité des chômeurs était un petit peu au centre de cette réforme. Un autre sujet, donc vous avez commencé à l'aborder, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est au niveau de la protection sociale. Dans votre dernier rapport présenté à l'ONU, vous insistez sur le fait que la sécurité sociale doit accéder au rang des droits humains et plus seulement de la charité.
pour revenir dessus, déjà expliquez-nous ce que serait ce Fonds mondial pour la protection sociale auquel vous appelez, et puis nous en discutions juste avant, parce que bon, j'aime bien les chiffres. Enfin pas vous d'ailleurs, mais l'OIT, si je ne m'abuse, estimait à 78 milliards de dollars le besoin par an pour mettre en place une sécurité sociale à l'échelle de la planète entière. Et parce que oui, j'aime bien céder parfois un petit peu la démagogie. On rappelle qu'en 2021, 1470 milliards d'euros de dividendes ont été versés par les plus grandes entreprises. Donc certes, 78 milliards, c'est beaucoup, mais au regard d'autres chiffres et d'autres quantités d'argent qui peuvent être en circulation, on peut estimer que peut-être il faudrait rediriger certaines priorités. Merci Damien pour ces questions. Alors peut-être deux réponses sur ces deux questions. La première, c'est que à la suite de la crise du Covid-19, beaucoup d'États ont cherché à improviser des mesures pour colmater les brèches de leur système de protection sociale. Et on a vu un très grand nombre d'États soit élargir la protection sociale ou les programmes en place, soit en inventer des nouveaux. Beaucoup de ces États, cependant, n'ont adopté que des mesures de court terme, sous forme de filets de sécurité assez minimalistes, pour éviter que les gens tombent dans l'extrême pauvreté. Et ces États n'ont pas pris, en général, des mesures reconnaissant le droit à la sécurité sociale comme un droit humain, que les personnes puissent revendiquer en cas d'exclusion devant des instances indépendantes de contrôle, y compris des instances judiciaires. Les États n'ont pas voulu véritablement prendre des engagements à l'égard de la population, de protéger celle-ci contre tous les risques de l'existence. Et la sécurité sociale, la protection sociale devrait aller en principe des allocations familiales et des congés de maternité à la pension de vieillesse, en passant par les allocations de chômage, les allocations maladie, invalidité, etc. Et donc, on a vu, je dirais, un activisme considérable des États, mais au fond, un nombre relativement restreint d'États prenant des mesures garantissant l'accès à la sécurité sociale comme un droit humain que l'on puisse revendiquer, installant les bénéficiaires en titulaires de droits et pas seulement en bénéficiaires d'une charité publique qu'ils ont souvent honte d'ailleurs de revendiquer. Oxfam vient de faire d'ailleurs un rapport il y a 2-3 jours, il est sorti sur les mesures que les États ont prises au cours des années récentes pour réduire les inégalités et confirme ce constat qu'on avance très lentement dans la réduction des inégalités et la protection sociale évidemment est au cœur de ce combat. Donc mon message c'est la protection sociale, c'est autre chose que la charité, ça doit être fondé sur les droits et la possibilité pour les personnes de revendiquer un droit à être protégé comme un droit humain. Une des raisons pour lesquelles les États n'osent pas aller plus loin, c'est qu'ils n'ont pas un financement suffisant pour cela, notamment les pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, les pays à faible revenu. On a fait un calcul effectivement avec l'OIT en 2020, après le début de la crise du Covid-19, en septembre 2020, pour couvrir les 711 millions de personnes, donc c'est presque un dixième de la population mondiale, dans l'ensemble des pays à faible revenu, en garantissant tous les socles de protection sociale, il faudrait 78 milliards de dollars par an. Voilà. Ça, c'est je dirais, c'est le financement qu'il faudrait pour que toutes ces personnes soient couvertes. Alors ça paraît exorbitant, ça paraît énorme. Et c'est vrai que pour ces pays à faible revenu, ça représente 15% de leur PIB, c'est beaucoup, c'est pas finançable. D'autant plus que beaucoup de ces pays remboursent une dette extérieure qui est un fardeau considérable sur le budget public. Il n'est pas rare que ce soit 35-40% du budget public. Beaucoup d'États, Oxfam une fois plus l'a mise en lumière dans ce rapport récent, consacrent plus d'argent à rembourser leurs dettes qu'ils ne peuvent investir dans la santé ou dans l'éducation. Donc il faut aider ces pays. Mais c'est abordable parce que c'est 78 ou 79 milliards de dollars, c'est en fait la moitié de l'aide publique au développement donnée par les pays de l'OCDE dans l'année 2019. Et rappelons que les pays de l'OCDE ne respectent pas leur engagement pris il y a 50 ans de cela
à consacrer 0,7% de leur produit national brut à l'aide publique au développement. Donc, on peut financer cela. C'est une question de volonté politique. Et l'idée du Fonds mondial de protection sociale, c'est l'idée que si la communauté internationale intervient pour aider à financer la protection sociale, en disant aux pays qui sollicitent ce financement, on vous aide à condition que vous investissiez dans la protection sociale avec vos revenus propres, vos revenus nationaux, pour que dans 5, 6, 8 ans, l'on n'ait plus besoin de vous aider et pour que vous ayez mobilisé des ressources suffisantes, le Fonds mondial aura rempli son office d'être un levier de transformation et c'est la raison pour laquelle l'OIT, la Conférence internationale du travail de juin 2021 plus précisément, a voté une résolution en faveur de l'établissement de ce nouveau mécanisme international de financement de la protection sociale. C'est une grande victoire pour les syndicats, pour les ONG qui se battent sur cette question depuis des années. Maintenant, il faut qu'on maintienne la pression pour que cette promesse ne demeure pas sur papier, pour que cette promesse soit mise en œuvre, et ce Fonds mondial doit pouvoir voir le jour à terme. Donc, c'est l'idée, non pas que les contribuables du Nord vont devoir à l'infini financer la protection sociale du Sud, c'est un incitant financier pour que les pays du Sud investissent davantage dans la protection sociale et fassent de cela une priorité politique. On peut trouver l'argent, la question c'est de mettre la protection sociale en tête des priorités et de garantir donc un financement prévisible pour que les États qui n'ont pas les moyens aujourd'hui protègent leur population contre les risques de l'existence. Justement, Madame Tardieu, vous avez travaillé sur ce dernier rapport. Vous avez notamment travaillé avec des personnes en situation d'extrême pauvreté. Comment ont été reçues les notions de non-recours et de non-accès aux droits par des populations qui en sont très éloignées? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette présentation excellente. Je remercie aussi d'être invité donc, dans ce forum et je vais retransmettre cet honneur aux membres du mouvement ATD Quart Monde, donc, qui sont pour beaucoup des personnes qui ont elles-mêmes l'expérience de la pauvreté et qui, au jour le jour, en résistant à la grande pauvreté et à la misère, sont elles-mêmes défenseurs des droits humains. Il faut vraiment le considérer comme ça. Alors, en effet, le mouvement ATD Quart Monde a pu participer à l'élaboration du rapport sur la protection sociale et le non-recours à la protection sociale que Olivier de Scutter vient de produire. Et je le remercie infiniment. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que une lecture très attentive de ce rapport, si vous voyez la note numéro 17 note numéro 7 à la page 4, en fait renvoie aux sources qui ont été utilisées pour ce rapport et ce n'est absolument pas anecdotique. Je pense que notre rapporteur spécial a une volonté déterminée de recueillir la connaissance sur la question de la grande pauvreté et en particulier de la protection sociale par les personnes les premières concernées, donc qui vivent cette grande pauvreté dans tous les pays du monde. Alors, nous avons nous avons sollicité les équipes du mouvement ATD Quart Monde à travers le monde pour justement lutter contre cette injustice épistémique. C'est un grand mot pour dire que finalement, les plus pauvres sont victimes d'une injustice particulière qui fait qu'ils ne sont jamais vraiment compris, ils ne sont jamais vraiment entendus, les connaissances qu'ils apportent sont interprétées à tort et souvent elles se retournent même contre eux. Alors il s'agissait bien sûr d'un défi colossal, mais il se trouve qu'ATD Quart Monde développe beaucoup le droit à l'éducation et à l'expérience par des universités populaires, par de la réflexivité donc, à laquelle sont invitées toutes les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, ont une
maturation, une maturité, si vous voulez, qui leur permet justement de participer à des documents de cette importance. Donc plusieurs équipes au Sénégal, en RDC, en Amérique latine, Guatemala, Bolivie, Pérou, se sont penchées sur cette question du non-recours à la protection sociale. Alors, autant vous dire que dans un premier temps, c'était l'incompréhension totale. Parce que, évidemment, la notion de non-recours est totalement inconnue et la protection sociale, elle est guère plus. Alors, il a fallu faire donc, évidemment tout un travail en amont pour arriver à expliquer ce que c'est le droit, la protection sociale conçue comme un droit, et quelles pouvaient être différentes expériences dans lesquelles les personnes sont protégées par les droits. Mais il faut bien reconnaître que les publics avec lesquels nous travaillons sont le plus souvent hors du champ du droit, mais totalement hors du champ du droit, c'est-à-dire ils sont reclus dans le secteur informel, le travail informel, le logement illégal, et ils sont réduits à la non-visibilité, la non-accessibilité au droit, par exemple, par l'absence d'enregistrement à l'état civil, qui évidemment, en l'absence d'existence légale, interdit tout recours au droit. Donc, impossibilité de s'inscrire auprès des administrations qui pourraient éventuellement octroyer le droit. Donc, je dois dire que la situation la plus grave et la situation la plus massive, c'est la situation de non-droit. Et qu'est-ce qui reste aux personnes dans ces conditions-là? Eh bien, c'est tout simplement la solidarité communautaire qui est effectivement réduite, bien sûr, mais qui existe et qui opère. Les personnes, souvent, n'attendent plus rien de l'État lorsque l'État est défaillant et ils n'ont pas d'expérience du recours au droit. Alors, la deuxième, par exemple, pendant la pandémie au Sénégal, le prix de l'eau avait terriblement augmenté et l'État a réduit le prix de l'abonnement à l'eau. Mais vous imaginez bien que toutes les personnes qui ne sont pas connectées au réseau d'eau et qui doivent acheter l'eau en sachet, eh bien, pour elles, l'eau est restée aussi chère et on est dans une situation de non-droit. L'autre situation est celle du non-accès, c'est-à-dire que les personnes qui seraient théoriquement éligibles à un droit spécifique tentent d'avoir accès, mais elles font face à des obstacles insurmontables. Et là, le rapport d'Olivier Descuter détaille extrêmement bien tous les obstacles. Donc le plus important, je le dis, l'absence d'identité légale, mais c'est aussi la corruption, le clientélisme, la complexité des procédures, l'insuffisance des financements. Olivier l'a signalé aussi. Et je dirais que la troisième étape, et seulement dans ces cas-là, c'est la situation du non-recours. C'est-à-dire qu'il s'agit stricto sensu des personnes qui ne tentent même plus de recourir au droit. Et là, il y a des raisons bien spécifiques, soit par manque d'information, soit par crainte de la stigmatisation, de la honte, de la maltraitance institutionnelle, de la discrimination, comme disait Olivier tout à l'heure. Et les personnes qui vivent dans la pauvreté sont très souvent accusées d'être responsables de leur situation et sujettes au dénigrement et rarement considérées comme des personnes sujettes de droit comme tous les êtres humains. Et je vais finir là-dessus. Je pense qu'il est très important de faire la distinction entre le non-accès au droit et le non-recours. Politiquement, je crains que la notion de non-recours n'alimente encore la stigmatisation et à terme conduise à réduire les moyens alloués à la protection sociale lorsque ceux-ci restent partiellement inutilisés. Voilà, on va peut-être poursuivre ultérieurement la réflexion là-dessus, mais je trouve que c'est extrêmement important de ne pas propager l'idée que les plus pauvres auraient vraiment accès à tous les droits et qu'ils ne se donnent même pas le mal de les solliciter. Merci beaucoup.
Bah, c'est parfait, vous m'avez fait une parfaite transition. Madame Thompson, Namati Sierra Leone s'investit sur les questions justement de droit à la terre, de droit de l'environnement, d'accès aux soins, de l'usage de la loi par les populations. Pouvez-vous nous expliquer ces objectifs et finalement le rôle particulier de l'autonomisation juridique ? Yes. I think it's important to re-emphasize some of what has already been said by Olivier, in that poverty does not exist in a vacuum, and that poverty is also occurs where people are left out of decision making. And why I'm starting there to explain what legal empowerment is because oftentimes, there are systems in many countries, and you mentioned a number of the areas that Namati works on in different countries. There are systems that often keep people poor, and sometimes laws contribute to that. So, for example, archaic land laws that are exploited or are oppressive, or people's lack of knowledge of laws that provide for their rights or provide for regulations that should be put in place to check whether it's corporations, whether it's whatever that is used as a force to oppress or maintain systems that perpetuate poverty. And so legal empowerment, as you mentioned, is about putting the law into people's hands. And that means helping people to know what the law is concerning whatever their legal problem is. Once you know the law, the idea is that opens up an avenue to be able to use it either to enforce a right or to engage maybe a regulatory body, for example, like an environmental protection agency that should help either enforce a right or a law that is being exploited. And then once that legal problem is solved, or in the course of solving that legal problem, the person who is utilizing the law is able to push for changes in policies, changes in law, changes in practices that kept that system in place that perpetuates poverty. So let me give a few examples from the different areas in which we work as Namati around the world as to how this actually works in practice. So, for instance, in the United States, Namati is tackling environmental racism in communities in the mid-Atlantic region of the country that are predominantly populated by Black and brown people. And these are areas where you have open coal pits, you have people's houses next to an industrial plant that is polluting unchecked. And as a result of lack of clean air, you have Black and brown communities often experiencing higher levels of illness and sickness. And because one cannot get access to adequate health care, it affects your ability to work, affects your ability to get income, affects your ability to have money to access medical care, which is very expensive in the United States. And the cycle just perpetuates itself. And so it's a system, as we said. And so those who do have some knowledge of the law, not necessarily lawyers, but are able to
explain to people what the environmental regulations say, and then use that to then engage the relevant environmental bodies to enforce the relevant laws. In Sierra Leone, one of our greatest assets is land. The communities that we work with often refer to land as their bank. And that is important because it's not only that land is a source of livelihood for today, but also for future generations. And so we're talking about poverty in the context of the present, but also what it would look like in the future for future generations. And where we have community-based paralegals who explain to people, or who help communities know what the law says in terms of land acquisition processes, what a company who's coming in should or shouldn't do in terms of environmental protection, and also help that community establish their own land and natural resource governance body at the village level. They're able to set their own rules and better engage when you have an external actor like an investor come in. That empowerment allows for greater security greater security of one's rights. Then again, that leads to making input into lawmaking processes. And we've just had 2 new laws passed in Sierra Leone that grant further protections of people's rights. I know we'll probably come to that later, so I won't go into that. But as you can see, the legal empowerment cycle continues. It's about knowing the law, using it, and then ultimately shaping it. And then it continues again to when you have new laws or policies or practices, people need to know about them. People need to use them, test them, and then you continue molding them to ensure that they benefit the people, those who are meant to. Merci beaucoup. Monsieur Talbi, c'est bon, vous êtes avec nous, c'est bon, parce que c'est assez long, voilà, donc je voulais savoir si tu es encore là. Donc on a eu un exemple avec des exemples avec Namati. Vous êtes au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Il s'est passé beaucoup de choses en Tunisie depuis 2011 inclus. Quel a été le rôle justement de votre organisation pour accompagner, pour je sais pas, gérer, pour aider les personnes qui ont pu être soit affectées par la situation, soit pour je sais pas, accompagner les personnes qui ont voulu se mobiliser et changer les choses en Tunisie de manière plus profonde? Merci Damien. Je crois que pour le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, c'est dans son ADN de soutenir les mouvements sociaux, les acteurs de terrain, les groupes vulnérables. Même avant la Révolution, vu que les membres fondateurs du Forum avaient comme rêve, ou bien avaient comme rêve qu'il n'y aura pas un changement en Tunisie en se basant seulement sur la lutte pour les libertés et les droits, pour les libertés politiques, pour la lutte contre les libertés politiques surtout, mais il y aura aussi un cumul du travail des mouvements sociaux et que la lutte sociale pourra mener à un changement en Tunisie. C'était le cas en 2011. En 2011 aussi, il y avait la création officielle du Forum, dont sa mission essentielle était de croire qu'il n'y aura pas une démocratie consolidée en Tunisie s'il n'y aura pas un travail colossal sur la question sociale et économique, qu'il y aura aussi cet accompagnement d'un process politique. Il faut qu'elle soit accompagnée par un débat sociétal sur la question sociale et économique. Aussi parce qu'on croit que l'égalité, que l'équité, que la justice sociale, c'est pas seulement la mission des syndicats, c'est pas la mission seulement des salariés, mais aussi de ces acteurs sociaux. Parce que ces acteurs sociaux, ces acteurs de terrain, ces groupes vulnérables sont le plus affectés par l'absence de la protection sociale, sont le plus affectés aussi par le non-accès aux droits, mais sont le plus affectés aussi par la criminalisation de la pauvreté. Donc pour nous, FTDS, on croit et on crut encore
que ces mouvements sociaux pourront être un vecteur de changement social et sociétal. Et c'est pour cette raison, toute notre mission durant ces 2 ans était de les accompagner. Nous ne sommes pas le porte-parole des mouvements sociaux ou des acteurs de terrain. Nous sommes un facilitateur, mais nous sommes un allié. Nous ne prenons pas cette mission d'une manière objective. Notre rôle, c'est de les accompagner dans le terrain, dans l'identification de leurs besoins, mais aussi dans la convergence de ces luttes. Le travail a été fait au début. Je pense que je peux au moins mettre des dates phares. C'est qu'avant 2015, on a concentré le travail sur la convergence de ces mouvements, qu'ils ne soient pas isolés, chacun dans sa région, mais qu'on passe aussi d'une lutte dans un gouvernorat à une lutte nationale autour d'un modèle de développement, mais autour aussi d'une question commune. Deuxième point, le deuxième objectif ou le deuxième défi, c'était aussi de valoriser le travail de ces acteurs sociaux et de faire une forme de recoupement avec les autres acteurs. Il y avait l'objet de plusieurs universités d'été, mais aussi d'un congrès national des mouvements sociaux, mais aussi de tout un travail qu'on parte de la question de rendre constitutionnels les droits économiques sociaux à la justiciabilité des droits. C'était l'objet aussi de tout un travail avec ces acteurs sociaux jusqu'au 2020, où on a fait le bilan de ces 10 ans de la Révolution, où on a compris que chacun de nous travaille dans son sphère presque isolée des autres. Donc, les mouvements de lutte sociale ils travaillent tout seuls, les mouvements de lutte pour les libertés et les droits individuels travaillent tout seuls. Donc, il y avait l'initiative de faire le premier forum forum national de la société civile et des mouvements sociaux dans l'optique de la convergence des luttes, juste avant déjà le mouvement politique de l'installation de ce régime autoritaire en Tunisie le 25 juillet 2021. Le travail il continue aujourd'hui parce que ce régime aussi il a compris que ces acteurs sociaux pourront être un allié pour lui. C'est très important puisqu'il a basé son discours politique sur un registre social et économique, malgré qu'il n'a pas les moyens ni les politiques nécessaires pour résoudre ce problème. Il a essayé de récupérer les acteurs sociaux, ceux que nous, on a passé des années à les former à partir du problème micro à un problème macro, celle d'un modèle de développement équitable pour la Tunisie. Ils sont aujourd'hui soit des gouverneurs, soit aussi ils ont pris des postes dans des ministères différents, mais sans répondre à leurs projets politiques, mais juste pour affaiblir les mouvements sociaux et affaiblir les acteurs sociaux. Un travail, donc je ne dis pas que nous commençons de zéro, mais nous commençons aussi à repérer de nouveaux acteurs. La semaine prochaine, il y aura un forum national des mouvements sociaux environnementaux qui regroupe presque les 24 gouvernorats de la Tunisie, dans l'optique de continuer la lutte, mais aussi dans l'optique qu'il n'y aura pas que la lutte sociale continue pour la Tunisie, mais qu'il n'y aura pas aussi une réponse pour cette démocratie que nous estimons être une démocratie sociale, sans avoir aussi des réponses pour les questions des libertés, liberté d'association, liberté de manifestation, mais aussi les libertés politiques. Merci beaucoup. On va passer à une autre organisation, Oxfam. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, Cécile Duflot, les objectifs déjà que vous vous êtes fixés pour les 3 prochaines années, on va dire, et puis finalement, quelle complémentarité il peut y avoir. Alors, on a des organisations qui s'occupent surtout du développement, d'autres des droits humains, d'autres un peu des deux. Quelle complémentarité peut y avoir justement entre ces types d'organisations ? Alors d'abord, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Juste pour dire quel est notre projet pour les années qui viennent, le slogan d'Oxfam au niveau international, c'est « Future is equal ».
Ça veut dire ce que ça signifie, c'est-à-dire que nous pensons que l'aggravation des inégalités qu'on connaît entre les pays du Nord et du Sud, mais aussi à l'intérieur de chacun des pays, la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns est un danger. Alors évidemment que mon intervention s'inscrit parfaitement à la suite de ce que je viens d'entendre, puisque la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns, que le Covid a accentué cette pente et que tout cela est à la fois très déstabilisant pour les sociétés en question, y compris dans nos pays du Nord, mais bien sûr de façon très importante vis-à-vis d'un certain nombre de pays du Sud. Il ne faut pas oublier que 3/4 des enfants pauvres du monde vivent en Afrique sahélienne aujourd'hui. C'est ça la réalité, c'est que les inégalités à l'échelle mondiale, malgré un rétrécissement de l'ultra-pauvreté, voient le combat s'effilocher face à une dynamique de prédation réelle des richesses. Et dans le même temps, une planète, et plus exactement ses habitants humains, qui sont menacés par le dérèglement climatique. Donc nous, notre sujet, c'est bien de mêler ces deux dimensions et de rappeler à chaque instant que tout cela n'est pas une fatalité. Et c'est vraiment l'essentiel de notre message, c'est que tout ce qu'on vient de décrire, évidemment, l'interconnexion, vous avez parlé de la question des droits humains et des ONG dites de développement. Alors ça fait longtemps que Oxfam est une ONG qui s'attaque à la fois aux conséquences, mais aussi aux causes. Je veux dire ça parce que nous considérons que, par exemple, travailler sur un modèle d'agriculture résiliente face au changement climatique, si on ne s'inquiète pas de savoir qu'en Afrique, sans doute 50 à 75 milliards de dollars par an manquent de ressources fiscales parce que des multinationales ont mis en place des politiques agressives qui les privent de leurs ressources fiscales normales. On passe à côté d'un pan de l'histoire, c'est-à-dire on passe à côté des moyens dont doivent disposer un certain nombre de pays pour assurer ces services publics essentiels minimaux qui sont un droit humain. Et là, je veux faire le lien, c'est que nous considérons que ce chemin vers l'égalité, c'est un combat pour les droits humains. Il n'y a pas de séparation et il nous semble vraiment très important de considérer qu'on ne peut pas imaginer un développement harmonieux et même une lutte contre la pauvreté dans un pays ou dans un monde qui ne prendrait pas en considération le combat pour les droits humains. Et à l'inverse, ces plutocraties que deviennent un certain nombre de pays où se confondent les intérêts économiques de quelques-uns et la gouvernance de ces pays. Et c'est d'ailleurs une des autres critiques de notre part contre ces inégalités et l'accroissement des richesses entre les mains de quelques-uns, c'est que de fait, pour maintenir ce système, elles sont obligées d'être dans une démarche d'exercice politique violent et brutal à l'égard d'une majorité pour maintenir ce niveau d'inégalité. Donc les inégalités sont un danger pour notre planète, sont aussi un danger pour notre santé. Je fais cette petite incise à ceux qui peuvent avoir des doutes sur le fait que c'est un combat second ou secondaire. Robert Wilkinson, qui est un épidémiologiste, a montré que les pays les plus inégalitaires sont les pays qui sont en moins bonne santé. Alors c'est assez instinctif parce qu'on se dit les pays les plus inégalitaires, il y a beaucoup de pauvres et les pauvres peuvent moins bien se soigner, mais de façon contre-intuitive, ou peut-être parce que ça fait écho à la nature profonde de l'être humain, les plus riches sont aussi en mauvaise santé, notamment du fait probablement du stress, d'une certaine insécurité aussi, et que donc le chemin vers l'égalité, vers davantage d'égalité, c'est un chemin vers davantage de bien vivre pour tous. Donc voilà quel est l'horizon des années devant nous, mais c'est bien l'idée de montrer quel est le modèle souhaitable vers lequel nous voulons aller, plutôt que d'être... Évidemment, nous sommes très engagés contre les inégalités, mais parce que nous croyons à l'égalité comme valeur et comme valeur porteuse de bien vivre pour tous et pour toutes. Merci. Merci d'avoir été concise aussi, parce que je sais que c'est des sujets qui sont très vastes. On a un temps. Vous avez des instructions fermes, vous voyez, j'obéis. Justement, pour poursuivre sur cette idée de Future is Equal, Madame Tardieu, dans votre travail, vous avez démontré que justement les droits à l'éducation et à la participation sont déterminants pour redonner du pouvoir d'agir aux personnes vivant dans la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à ces conclusions et votre travail à ce sujet ? Merci beaucoup. Effectivement, donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'indivisibilité des droits humains et leur mise en pratique. Et en particulier, là, je peux vous donner deux exemples qui ont été des réussites dans ces domaines. Et
particulier, c'est cette recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté. J'ai fait allusion donc à la spirale descendante du non-accès au droit. Eh bien, pour recréer une spirale ascendante de l'accès au droit, on peut s'attaquer par exemple par la question de l'éducation et de la participation. Parce que le fardeau que représente la culpabilité de la pauvreté, qui est évidemment inculquée par les autres, est une grande injustice. Être considéré tout le temps comme objet de droit et non sujet de droit est quelque chose d'extrêmement destructeur et qui fait perdre du pouvoir d'agir. Alors, un exemple, c'est la façon dont la communauté internationale a considéré depuis des années la définition de la pauvreté. Et cette définition de la pauvreté, donc uniquement monétaire, $1,25 par jour, est loin de recouvrir toutes les dimensions de la pauvreté et elle est totalement insupportable pour les personnes en question. Donc c'est pourquoi ATD Quart Monde a fait une recherche participative internationale en croisement des savoirs, qui est une méthodologie de recherche maintenant largement éprouvée et reconnue, qui consiste à faire réfléchir des gens qui ont l'expérience de la pauvreté et également des universitaires et des praticiens pour travailler communément ensemble sur un même sujet. Et assez récemment, donc, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et des universitaires et des praticiens, de pays du Nord comme du Sud, Tanzanie, Bangladesh, Bolivie, Grande-Bretagne, France, USA, ont travaillé ensemble et sont arrivés à mettre à jour les dimensions cachées de la pauvreté. Alors, c'est un rapport que je vous recommande qui montre ici en fait qu'il s'agit de toute une dynamique et qui a au cœur donc la dépossession du pouvoir d'agir des personnes. Il y a des dimensions qui sont bien connues, comme les privations matérielles, de travail, de ressources, etc. Mais il y a aussi cette dimension de relations sociales, comme les contributions non reconnues, comme la maltraitance sociale et la maltraitance institutionnelle, qui sont des dimensions décisives et qui ne sont que très très rarement prises en compte dans les programmes de lutte contre la pauvreté. Alors, vous voyez bien que dans cette recherche, il y a une démarche émancipatoire à la fois dans le processus. Les personnes qui ont participé à cette recherche ont transformé leur vie, parce que ce n'est pas rien d'accéder à comprendre ce que l'on vit, quelles sont les raisons de son malheur, tirer une croix sur la culpabilité qui tue les personnes, finalement, moralement. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, le produit de la recherche, donc, qui peut servir, bien entendu, de grille de lecture pour évaluer les politiques publiques. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Et je ne sais pas si on aura allusion, l'occasion aussi, mais je voulais faire brièvement allusion à une occasion très importante en France, dans laquelle les personnes les plus pauvres et ATD Quart Monde ont créé du droit, un nouveau droit, puisqu'il s'agit du 21e critère de discrimination, à savoir la discrimination pour cause de précarité économique et sociale. En faisant des recherches, déjà en travaillant au quotidien avec les personnes qui vivent de la pauvreté, on a vu que non seulement la pauvreté les accablait pour leur manque, mais la discrimination était une double peine. On a vu que si quelqu'un venait de demander un logement seul, il lui était refusé. S'il était accompagné par quelqu'un de respectable, entre guillemets, comme un membre du mouvement ATD Quart Monde, la réponse était toute différente. Et on a fait donc des recherches pour montrer
effectivement que selon le lieu où on habite, comme disait Olivier Duscarter tout à l'heure, selon son CV, eh bien, on aura une chance tout à fait différente d'être pris pour avoir un logement ou avoir un emploi. Et donc, ATD Quart Monde et d'autres, avec la HALD, ont réussi à obtenir un 21e critère de discrimination, donc en 2016, et ça c'est une grande avancée du droit. Voilà, je m'en réjouis et je vais rester là pour l'instant. Merci beaucoup aussi d'avoir été concise, parce que je sais que ces sujets sont très très larges. Madame Thompson, en Sierra Leone, une nouvelle législation sur les droits fonciers coutumiers a été adoptée. Je la résume brièvement, mais évidemment, l'idée, ce sera pour vous de l'expliciter plus précisément, mais elle exige que les entreprises obtiennent le consentement des communautés locales avant de démarrer des activités, qu'elles soient minières, industrielles ou agricoles. Déjà, si vous pouvez un petit peu préciser un peu plus cette loi, parce que je l'ai fait trop brièvement, et puis d'expliquer un petit peu quelles leçons tirez-vous de cette loi. So as I was mentioning earlier, land in Sierra Leone is really of utmost importance, and it has been, in a way, used as a weapon, and so has the law in many ways. It's been used as a weapon because development has been pitted against people's rights. And so the reason why these two new laws are so important, one that deals with customary land rights and the other basically the land administration structure, as you've mentioned, is because one of the things that they do is to ensure that those who are the owners of this land, this valuable asset, must have a say, must be the ones who make the decision as to whether or not this development that people have been told for years they have to sacrifice for, they have to sacrifice their own rights for, should happen or not. And what these laws essentially do is to say, no, it's not one or the other, that in giving people the right to say, yes, we want this investment, no, we don't want this investment, after they have information in a process that's not coercive, in a process where they are able to make that decision before they begin to see bulldozers on their land, that actually creates greater security, not only for their own rights but also for the investment. How is that? Where you have community buy-in, where you have communities who have thoroughly scrutinized and landowning families made a decision that they've come to after a process in which they have all the necessary information, if they agree to that investment, they're more likely to protect it as well because they have a stake. And so this idea that have communities having the right to say no, which generally has up until now, really we've only seen in the context of indigenous people's rights, that is somehow anti-development, no, is a misconception. And this law and this right to say no really is groundbreaking from what we've seen in terms of legislation across the world. In other countries, particularly in many former British colonies, there is somewhat of a movement to have more progressive land reforms that
provide greater land tenure security. But in many of the legislation that we've seen to date, communities' right to free, prior, and informed consent usually has a caveat to it. It's subject to, the government's right to extract, particularly in the minerals sector, to extract mineral resources found below the surface. In the Customary Land Rights Act that has just been passed and signed into law in Sierra Leone, that exception does not exist in the law. And in that way, FPIC rights apply to all industrial activities, including mining. But one of the other key lessons here is the importance of women to the fight against poverty. One of the key lessons that come out of these laws. Why is that? Unfortunately, under our customary land tenure system, even though women as part of a landowning family have equal rights on paper, to the family land or the community's land, in practice, traditions or how land is allocated has discriminated against women. So the laws, these new laws that have been passed, explicitly, state that women and men have equal rights to and access to land, but also explicitly prohibit any law, whether in the formal system or customary system, that discriminates against women is explicitly prohibited. The laws also provide minimum quotas for female representation in all decision-making regarding land, within the family unit and at community level. So again, back to this idea that women's involvement, and particularly in Sierra Leone where women make up the greatest percentage of land users, they're essentially the key to unlocking the country's development at a family level, at a village level, at a country level. And so these are some of the ways in which laws are able to progressively help to move the needle forward in the fight against poverty. But laws in themselves are not enough. They're only as good as their implementation. And that's really the next step. Merci beaucoup. On va finir ce tour de table par deux questions plus politiques. En revanche, je suis désolé parce que notre temps commence à se réduire considérablement. Mais on a encore quelques minutes quand même pour discuter de ça. Donc, Monsieur Talbi, on en a discuté un peu avant, donc je vais réduire un petit peu ma question car elle était très très large. Elle aurait mérité plusieurs livres, donc on va la réduire en un seul livre. Quel doit être le rôle des acteurs privés, plus précisément dans ce contexte social agité en Tunisie, et plus généralement, est-ce que c'est pas finalement un moment pour la Tunisie de réinterroger son modèle économique et les outils dont disposent les citoyens? C'est encore large, je sais. C'est encore large. Non, en fait, peut-être de reposer la question quel rôle, pourquoi l'État ou les gouvernements respectifs en Tunisie depuis 2011 n'ont pas posé la question de quel modèle de développement pour la Tunisie. Je pense que nous, en tant que société civile, l'État, peut-être je reviens sur le rôle un peu historique de la société civile en Tunisie. Ils ont posé cette question depuis le 4 décembre 2005 à Monastir dans un colloque qui s'appelle « Quel coût social pour la mondialisation sur la Tunisie ?» Et depuis, ils ont travaillé sur soit l'accompagnement des mouvements sociaux, mais aussi sur le fait de proposer des alternatives économiques
Et ça, c'était tout un travail qui était fait depuis 2011, mais aussi surtout depuis 2013. Et je vais dire pourquoi. Depuis 2013, il y avait, par exemple, je vais prendre sur 2 axes pour comprendre un peu, pour mieux comprendre la situation. 2013, on est toujours, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que jusqu'au le 25 juillet 2020, on était victime de cette fameuse phrase d'exception tunisienne, alors que c'est une exception tunisienne qui cache beaucoup de problèmes et de réalités amères sur le plan social et économique. Donc on a commencé depuis l'instauration de l'instance justice et dignité, qui était l'instance qui avait sur le processus de la justice transitionnelle en Tunisie, à se questionner sur quelle place pour les droits économiques sociaux et les violations socio-économiques dans le processus de la justice transitionnelle. Il y avait tout un débat à l'époque avec les acteurs et les experts de PNUD qui ont accompagné la mise en place de cette instance et qui ont été réticents au début sur cette question, puisque nous, on s'était basé sur l'article 10 de la loi qui parle clairement des régions victimes de discrimination socio-économique en Tunisie. On a déposé une plainte et une saisine à l'époque d'un gouvernement, qui est le gouvernorat de Gasserine, qui a payé le plus nombre de martyrs, de blessés de la Révolution. Et on est parti sur les modèles de développement de la Tunisie, ou plutôt les choix économiques de la Tunisie depuis l'indépendance, pour dire qu'il n'y avait pas une violation systématique ou pas, mais il y avait des choix qui ont été faits depuis 1956. Et après, on est toujours dans le fait d'injecter un peu dans un modèle de développement étouffé depuis déjà 2008 et 2009. Et on a imposé ce concept de travailler sur la question sociale et économique jusqu'au rapport final où il y avait des recommandations. Il y a 400 pages dans le rapport final de cette instance autour de la question économique sociale et autour des recommandations sur la question sociale et économique rédigées par la société civile. Et ça, c'est le plus important pour moi, comment cette complémentarité, parfois, elle pourra aboutir à quelque chose. Deuxième question, c'est la question du modèle de développement. Donc nous, on a parlé tout le temps, même avec les acteurs de terrain et des acteurs citoyens, on le dit tout le jour qu'on ne peut pas résoudre le problème de chômage, par exemple en Tunisie, en partant sur gouvernorat par gouvernorat. Donc il faut avoir des solutions macro autour d'un modèle de développement équitable. On l'a fait. On est parti sur les choix dans les 24 gouvernorats pour faire l'audit de chaque gouvernorat, aussi les fiches signalétiques de chaque gouvernorat. On est parti sur une proposition de modèle de développement qui a été rejeté par les gouvernements respectifs. Il n'y avait même pas un débat social et peut-être autour de ce modèle de développement pour arriver à cette aggravation aujourd'hui de la situation socio-économique en Tunisie, surtout après le 25 juillet 2021. Donc, pour arriver, quelle place peut-être aujourd'hui, dans un contexte aujourd'hui pour la Tunisie, pour la société civile, pour débattre ou pour proposer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, presque, on n'a pas de place. On est rejeté par tout le monde et on est exclu par ce régime en place. Et pire, on est dans une semaine ou deux, vous aurez le nouveau amendement du décret loi 88 qui gère la liberté d'association, pour peut-être mettre fin aux associations qui proposent, aux associations qui ont une vision politique, et mettre en place des nouvelles associations qui sont les associations à utilité publique qui pourront aider un régime sur place à prendre ou bien à prendre une forme ou chercher une forme d'incarnation sociale sans des propositions et des alternatives réelles. Merci beaucoup. Du coup, dernière question avant l'échange avec la salle et avec Twitch aussi. Donc, on m'a dit de dire que c'est des. Moi, je regarde nulle part en fait. Voilà, c'est là, d'accord. Voilà. S'il y a des questions sur Twitch après, j'ai pas accès au chat, mais on me les enverra. Donc, je pourrai les lire. Donc, Cécile Duflot. Parmi tous les sujets qu'ont décliné nos intervenants, tout ça, toutes les questions, les réponses s'entrecroisent assez régulièrement avec avec le sujet politique, l'objet politique. De par vos expériences politiques, c'est-à-dire que ce soit en tant qu'élu, en tant que ministre, mais aussi chez Oxfam,
quel doit être selon vous le rôle plus spécifique que doit avoir l'État dans toutes les questions qu'on a pu aborder? Et là encore, je sais que c'est une question très très large, je m'en excuse. Alors, c'est une question large, mais c'est une question centrale parce que j'ai dit tout à l'heure que ces sujets-là n'étaient aucunement une fatalité, et je le redis. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a essayé de travailler de manière positive chez Oxfam et de voir ceux qui avaient agi et qui avaient fait un certain nombre de démonstrations avec la publication d'un indice de réduction des inégalités. Donc, le dernier est sorti la semaine dernière, il y a 10 jours. 15 jours exactement, le 11 octobre, qui montre justement l'impact des politiques publiques sur la réduction des inégalités. Si ça montre l'impact, c'est qu'il peut y en avoir. Quand la Corée du Sud décide de remonter son salaire minimum, ça a un impact. Et là, malheureusement, par exemple, la France a perdu 5 places dans ce classement, notamment du fait de notre politique de santé, qui est, chacun le sait, en souffrance. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que cette absence de fatalité, elle n'est pas que dans les mots. J'ai été membre d'un gouvernement qui avait pris des engagements dans un certain nombre de domaines, mais sur une politique en particulier dont j'avais la charge, qui était la question du logement et celle, par exemple, de la mise en place d'un encadrement des loyers. C'est typiquement une mesure qui vise à réduire les inégalités puisqu'elle évite de faire peser la dépense de logement locatif trop lourdement sur le budget des ménages. À l'inverse, on sait bien, et on le sait plus récemment grâce à l'INSEE en France, que ce sont les propriétaires de logements sont souvent propriétaires de beaucoup de logements. Donc quand les loyers augmentent, les plus riches s'enrichissent en proportion de manière bien plus importante. C'est le cas en France et notamment ici, dans la ville où nous sommes à Paris. 60% des logements qui sont mis en location sont des logements qui sont possédés par des multi-propriétaires. Ça veut dire qu'ils possèdent au moins 5 logements. Pour ceux qui connaissent le prix des logements à Paris, on imagine qu'effectivement, on est tout de suite dans une catégorie de population différente. La mise en place de cette mesure a fait l'objet de beaucoup de controverses, de beaucoup de débats, a été assez tendue, mais d'abord elle a fonctionné et ensuite elle a été défaite. Donc on voit bien qu'on peut choisir d'encadrer les loyers ou choisir de ne pas le faire. Donc le choix politique, la volonté politique et la volonté politique de régulation, elle est totalement entre la main des pouvoirs publics, de la puissance publique et en particulier des États. Donc il faut vraiment être conscient, et tout à l'heure Olivier de Schutter l'a dit, sur décider d'allouer des moyens financiers pour investir dans les services publics plutôt que dans d'autres choses, décider de lutter de façon plus effective et plus efficace contre l'évasion fiscale par exemple. Tout ça, ce sont des décisions qui permettent de s'attaquer à la racine des inégalités, de s'attaquer à la pauvreté. Donc, c'est pas seulement un message d'espoir que je veux donner, c'est aussi un message d'expérience, c'est-à-dire que bien sûr, ça n'est pas facile, parce que la tendance naturelle de notre système est d'être prédateur de nos ressources naturelles et d'aggraver les inégalités, mais cette tendance peut complètement s'enrayer. Un autre exemple du fait que l'absence de régulation peut aboutir à une aggravation des inégalités, dans notre pays, ça avait fait un énorme scandale en 1989, énorme, parce que la publication du patron d'une des grandes entreprises automobiles de sa feuille d'impôt dans un journal avait, au moment d'un débat sur le gel des salaires, avait créé beaucoup de tourments. L'écart de salaire entre le salaire moyen de son entreprise et le sien, celui donc du patron de cette grande entreprise, était de un peu moins de 50. Il est aujourd'hui autour de 500. C'était le cas avec Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault. Donc on voit bien que, et c'est à l'échelle d'une toute petite vie humaine, entre 1989 et en l'espèce 2019. Donc il n'y a aucune fatalité à cette aggravation de cet écart. On peut tout à fait réguler les écarts de rémunération dans des entreprises. Là aussi, c'est une question de volonté politique. Et on n'a pas le temps, mais je pourrais le dire, parce que vous m'avez posé la question du lien. Bien sûr qu'en matière climatique, là aussi, on peut tout à fait agir. Il n'y a aucune fatalité. Les scientifiques ont montré, bien sûr, que ce serait compliqué, coûteux financièrement, mais on a les moyens financiers, la capacité cognitive et technique de s'attaquer aussi au dérèglement climatique. Je le redis, la question de la volonté politique, la volonté de l'expression démocratique, mais c'est intéressant de faire écho à ce que vous disiez au sujet de la Tunisie, est une évidence. Donc il ne faut jamais renoncer ni baisser les bras. Et le slogan de la FIDH aujourd'hui, c'est « Agir est le meilleur moyen d'espérer », c'est-à-dire je crois vraiment qu'une des volontés pour éviter de s'attaquer à la racine de ces difficultés, c'est de conduire à l'inaction, de rendre impuissant, de désarmer l'espoir et
de se résigner. Et donc je crois qu'il faut absolument refuser cette résignation, que ce soit sur le front des droits humains, sur celui des inégalités, sur celui de la pauvreté ou sur celui du climat. Merci beaucoup. Alors on me dit que j'ai un petit peu de rab là finalement. On m'a trouvé quelques petites minutes. Donc on va passer la question. Alors du coup avec la lumière je vois pas grand chose, mais pour les questions à la salle. Donc il y a monsieur qui a levé plusieurs fois la main. Donc on va le prendre tout de suite. Allez-y monsieur. Bueno, creo estamos a 100 años de la fundación de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Hemos librado batallas en contra de gobiernos autoritarios, despóticos, violadores de derechos humanos. Pero el tema de la pobreza hoy tiene que pasar por los organismos financieros internacionales, sobre los organismos de comercio que someten a los gobiernos, que someten a las constituciones de los pueblos, que someten a las democracias con cartas de intención. El trabajo que se hace en Naciones Unidas es muy bueno, pero creo que tenemos que trabajar más juntos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, para decirle que ellos dan miserias de migajas de dinero, centavos de dinero, mientras cobran altos intereses por servicios de la deuda. ¿Y por qué estos organismos no se aplican para ellos la misma receta que piden a los gobiernos de que ellos se bajen el salario, que todos los funcionarios del Fondo Monetario ganen un salario mínimo, que es lo que recomiendan, ¿no? Que adelgacen sus presupuestos y su burocracia. Eso debiera hacerse, y creo que hoy esta posibilidad de que trabajemos juntos ahora hacia el combate de la pobreza, denunciando a quienes hacen pobres a millones de personas, es lo que tenemos que hacer. No es posible que uno guarda su dinero, lo ahorra, lo invierte y se convierta en nada con esta especulación bancaria, inmobiliaria, con el abuso que se hace de la explotación de la fuerza de trabajo. Ese es el tema, yo creo que hoy tiene que convocarnos a los siguientes 100 años de la FIDH a que trabajemos juntos, porque la globalización fue un elemento que hoy nos atañe a todos, incluso más allá si hay gobiernos de izquierda, de derecha, etcétera. Entonces, yo pediría que la Federación tome nota, las organizaciones aliadas, los relatores de Naciones Unidas que se ocupan del tema, y trabajemos juntos, pero sobre esos organismos de comercio y de banca. Gracias. Merci. Olivier de Scuter, vous voulez, je ne sais pas, si quelqu'un veut répondre à cette intervention. Je ne sais pas si c'est une question, mais une intervention en tout cas. Oui, je suis peut-être pas, enfin certainement pas le seul à pouvoir répondre à cette interpellation. Je crois que effectivement beaucoup de pays sont aujourd'hui très fortement contraints dans leur liberté d'agir par la dépendance dans laquelle la dette les place, dépendance à l'égard des institutions financières internationales. Et celles-ci, au cours des années récentes, prétendent travailler de plus en plus sur la protection sociale, y compris le FMI qui longtemps a dit « ce n'est pas dans notre mandat, nous n'allons pas nous y intéresser », maintenant dit que lorsque la protection sociale est macrocritique, c'est-à-dire essentielle pour qu'un État puisse avancer dans le développement et ne pas s'écrouler, le FMI va s'y intéresser. Alors, on pourrait a priori s'en réjouir et se dire, chouette, ces institutions financières internationales qui n'avaient, enfin le FMI en tout cas, comme principale préoccupation la soutenabilité des mesures fiscales prises et qui voulaient que les États fassent autant que possible des économies, s'intéressent maintenant à la protection sociale, c'est très bien. En fait, le problème, c'est que lorsque le FMI parle de la protection sociale, c'est une vision extrêmement étroite de la protection sociale qu'il a à l'esprit. Ce sont des filets de sécurité minima, et ce n'est pas du tout une protection sociale visant à la réduction des inégalités et
garantissant des droits à la population indépendamment de la soutenabilité fiscale d'un système de sécurité sociale. Donc c'est un premier problème. Je crois que, au fond, la place qu'ont pris ces grands acteurs, institutions financières internationales ou l'Organisation mondiale du commerce que vous avez aussi évoquée, tiennent fondamentalement au fait que la pauvreté aujourd'hui est conçue comme devant être combattue par la croissance économique. Et donc on fait confiance à ces acteurs pour créer de la croissance. Et par exemple, la libéralisation du commerce, c'est une manière de créer de la croissance là où, au plan national, on n'arrive pas à la faire. Et donc on va stimuler des gains d'efficience, une division internationale du travail plus approfondie pour créer la croissance. Et je crois que cette idée-là, qu'il faut de la croissance pour réduire la pauvreté, est une idée qu'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de mettre en question. On peut lutter contre la pauvreté de manière extrêmement efficace, même sans croissance économique. Et peut-être qu'il faut poser la question de l'objectif de développement durable numéro 8, qui parle d'une croissance inclusive, soutenable, etc., mais qui continue de dire que la croissance est au fond le point de passage obligé des politiques de réduction de la pauvreté et de réduction des inégalités, objectif de développement durable numéro 1 et numéro 10. Moi, je pense qu'il faut inventer une manière de lutter contre la pauvreté qui ne passe pas nécessairement par la croissance. Et c'est, je crois, avec Oxfam et d'autres, l'objectif que nous devrions nous donner pour les objectifs de développement 2030-2045. C'est dès à présent qu'il faut réfléchir à un autre modèle de développement qui ne fasse pas tout passer par l'augmentation de la création de la richesse monétaire. Sinon, on continuera de rester dépendant de ces recettes, de ces acteurs internationaux qui prétendent détenir la vérité quant à la manière d'augmenter la création de richesse. Merci beaucoup. Alors en fait, je suis désolé, il y a un message qui s'est affiché derrière vous, juste là. En fait, il y a des interprètes en fait qui doivent, qui ont fini leur temps de travail. Donc je suis désolé, on va devoir clore plus rapidement cette session de questions, mais c'est pas de la faute des interprètes, c'est nous qui avons débordé à la fois sur le débat précédent et sur le débat. Donc je suis désolé en fait aux 4 personnes qui ont, c'est ça, j'ai vraiment pas le droit. J'ai essayé de négocier par message depuis tout à l'heure, mais je suis vraiment désolé, ça sera pas possible de poser. Je suis désolé. Bon, je me permets déjà de remercier, mais je vous remercie tous les 5 d'être intervenus. Je suis vraiment encore une fois désolé parce que voilà, c'était des sujets qui étaient très complexes, qui auraient mérité pas mal de temps en plus. Je vous remercie donc du coup tous les 5, et puis je vous remercie à vous aussi de nous avoir écoutés. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Si, ça a été. Elle en a parlé. Elle en a parlé. Bon, je suis désolé. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. J'ai juste un petit message pour la suite du programme. Et après, vous pourrez applaudir nos 5 intervenants. Non, en fait, ils peuvent applaudir déjà les 5 intervenants, je pense. Voilà, on m'a chargé de vous présenter Aruna, qui nous a fait la cuisine pour ce midi et qui a un super projet et il va vous l'expliquer. Bonjour, merci de nous accueillir. Je vais faire hyper vite, je sais qu'il y a des gens qui vont bientôt partir. Alors, nous, on est le Refugee Food Festival il y a 3 ans. Maintenant, on a beaucoup grandi depuis Covid. Du coup, on s'est juste remis le nom Refugee Food. Le Refugee Food, c'est une asso. C'est porté par Louis Martin et Marine Mandrila pour accompagner des personnes réfugiées à s'insérer grâce au pouvoir universel de la cuisine. Ils ont créé l'association en 2016. Par la suite, on a créé une SAS d'abord pour les 5 branches de Refugee Food qui sont hyper importantes, qui sont nos activités principales. Premièrement, c'était le festival, c'est qu'un chef résident en Europe partout, en 2018 au Cape Town et pas mal de villes aussi, à Londres aussi. Le but, c'est que les chefs, ils invitent un chef réfugié pour créer un menu
pour inviter les personnes à venir découvrir la cuisine des personnes réfugiées partout dans le monde. Ça s'est développé et par la suite, on a créé une SAS. Une SAS, c'est une entreprise qu'on a créée, une entreprise insertion, détenue à 100% pour l'association, pour financer notre projet, parce que tellement on porte de projet, on a privilégié de trouver une solution de financement juste comme pour mener bien à nos projets. Du coup, on a créé le Refugee Food Traiteur qui va vous permettre, qui a fait des pièces pour vous pour ce midi. Je suis très ému, c'est normal. Qui a créé des pièces cocktails pour vous pour ce midi. Le Refugee Food Traiteur, c'est des salariés en insertion, des réfugiés qu'on accompagne tout au long de la vie, je dis tout au long de la vie parce que le durée moyenne c'est de 36 mois, mais tellement qu'on est bien avec eux, on essaie quand même de les accompagner encore plus loin. Donc c'est des personnes qui ont suivi des formations de 4 mois et par la suite qu'on recrute dans notre Refugee Traiteur qui nous permet de faire des repas comme la journée d'aujourd'hui pour des entreprises et récemment pour des particuliers. Et depuis Covid, on a lancé le programme aide alimentaire. C'était une réponse à la demande de toute la nation, je crois, parce qu'il fallait quand même, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était confiné, donc il y a pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à déjeuner et les frigos étaient pleins. Lui et Marine, les cofondateurs, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour la nation. Moi, j'ai tout de suite donné mon accord. Je veux travailler avec eux parce que j'étais à la maison, je faisais rien. Du coup, j'ai contacté les cofondateurs. Ils m'ont dit, là, on va commencer à produire des repas pour les personnes de la rue. Au début, on a ciblé vraiment des personnes de la rue parce qu'on pense que les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, même eux, ils méritent beaucoup de bons repas parce qu'ils ont mis tout leur temps à nous protéger. Mais nous, on s'est dit, les personnes de la rue, c'est des oubliés du Covid. On va produire des repas pour eux. Sachant que derrière l'équipe, moi-même y compris, on était bénéficiaire de l'aide alimentaire quand je suis arrivé en France. Pour moi, c'était une forme de rendre l'essentiel. Et pour l'équipe aussi, pareil, on a tous eu le courage de sortir, parce que ce n'était pas du tout facile de sortir le mois de mars pendant Covid. Et là, on a commencé à produire des repas pour des associations. On a commencé par 200, 300, maintenant jusqu'à 1000. C'est des programmes qui existent déjà en France. Mais sauf que nous, ce qu'on voulait faire, c'est de dire les bénéficiaires de l'aide alimentaire ont aussi le droit à avoir une alimentation durable, juste comme nous voulons être servis le midi. Donc de base, on a créé ça pour vraiment changer le regard tout ce qui entoure les bénéficiaires de l'aide alimentaire, parce que c'est des personnes comme vous et moi. Je pense qu'il y a beaucoup de Aruna qui bénéficient des repas aide alimentaire. Pour les montrer qu'on les respecte, d'abord, il suffit de bien cuisiner pour eux, juste équitablement et savoureuse, et de saison. Je dis saison parce qu'en général, les bénéficiaires de repas aide alimentaire, d'après ce que je vis à Paris, une partie, c'est des personnes qui viennent de l'étranger, mais pour eux, c'est très mal vu d'être privés des tomates et des concombres pendant le mois de janvier. Et nous, c'est qu'on disait, on peut faire votre cuisine, on peut cuisiner des champignons, des choux, même si vous ne connaissez pas, au moins vous allez retrouver les saveurs venant de vos pays. Je vais faire vite. Et par la suite, on a 2 programmes de formation, Tournesol et Sésame, pour aussi accompagner des gens vers le chemin de l'emploi, parce qu'on sait que l'intégration, ça passe par le chemin de l'emploi. Merci. Merci beaucoup. Du coup, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis, bon après-midi pour la suite du forum.